Rebonjour. Bonjour, Déjà, merci à vous de m'accorder du temps, d'être là aujourd'hui. avec plaisir. Franchement, pour moi, c'est un honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous en ce moment, Absolument. le pétrole et encore plus avec le crack pétrolier. J'ai l'impression Oui. que pas mal de monde se sont rendus compte que le pétrole existe depuis le crack pétrolier. Je reçois pas mal de questions dessus. Mais déjà, je vais vous laisser vous présenter. Alors, qui êtes-vous? Quel était votre cursus scolaire et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour et merci de l'invitation. Donc, mon nom est Francis Perrin. J'ai fait des études à Grenoble de sciences économiques et de sciences politiques. Et à la fin de mes études de sciences économiques, j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie en général, au pétrole en particulier. Et je suis actuellement chercheur indépendant. Je travaille régulièrement avec deux instituts, l'un basé à Rabat au Maroc, qui est le Policy Center for the New South, et l'autre à Paris, qui est l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Donc moi j'ai une petite question, c'est pourquoi le pétrole? Pourquoi le pétrole? Parce que lorsque j'étais à la fin de mes études de sciences économiques, je devais choisir une spécialité. Et j'ai donc regardé les offres qui étaient disponibles à Grenoble à ce moment-là, en sciences économiques, au niveau du troisième cycle. Et il y avait quelque chose sur l'énergie, mais je n'avais aucune idée à l'époque de ce que ça représentait, parce que je n'avais pas travaillé sur l'énergie. Et donc j'ai commencé à lire des livres sur l'énergie pour savoir de quoi ils retournaient, notamment un livre sur l'histoire mondiale du pétrole, un gros livre, mais absolument passionnant, qui se lit comme un roman. Et à la fin de ce livre, je me suis dit, c'est le pétrole, c'est l'énergie qui m'intéresse. Voilà le choix du troisième cycle que je vais faire. Et après la fin de mes études, j'ai voulu travailler dans ce secteur-là. Et c'est ce que j'ai fait depuis lors. Donc c'est comme ça que votre passion est née pour le pétrole. C'est véritablement une passion pour le pétrole et pour l'énergie. Dans les deux cas, on parle de choses qui sont fondamentales pour des milliards d'êtres humains, parce qu'il n'y a pas de vie sans énergie, sans énergie. À l'intérieur de l'énergie, il y en a une qui est plus importante que d'autres. Actuellement, elle s'appelle le pétrole. C'est la seule énergie dont personne ne peut se passer aujourd'hui. Mais c'est tellement devenu banal que peu de personnes ne s'en rendent compte aujourd'hui. C'est vrai parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Alors un petit peu moins maintenant avec le confinement, en France et dans d'autres pays, mais normalement le pétrole fait partie de la vie quotidienne de beaucoup de personnes, notamment des automobilistes, ce qui fait pas mal de personnes en France et dans le monde, qui évidemment savent que, à part si ces personnes ont des voitures électriques, ce qui est quand même encore assez rare, ont soit besoin de mettre de l'essence ou du gazole dans le réservoir de leur voiture. Et l'essence et le gazole, c'est deux produits dérivés du raffinage du pétrole. Donc chacun, effectivement, quasiment touche le pétrole dans sa vie quotidienne, hors, évidemment, confinement. Et aussi la pétrochimie qui sert à fabriquer le plastique, les stylos. Absolument. Alors, c'est effectivement les deux aspects qui font que le pétrole est essentiel dans l'économie actuelle. C'est les transports, et dans les transports, c'est transports routiers, aériens, maritimes, parce que le ferroviaire, il y a pas mal de trains électriques, mais en tout cas, les transports routiers, aériens et maritimes, ça dépend à 90-100% du pétrole au niveau mondial, et il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de vie sans transport. Et l'autre aspect que vous venez d'évoquer, c'est la pétrochimie, avec un autre produit raffiné, ce n'est pas des carburants, ça s'appelle le naphta. Et le naphta, qui est un produit qu'on obtient à partir du raffinage du pétrole, c'est la base de la pétrochimie, qui est une industrie essentielle dans toute économie moderne, puisqu'elle nous permet de produire des matières plastiques. Et on a donc une chaîne de valeur qui est pétrole brut, raffinage, naphta, pétrochimie, matières plastiques. Et c'est donc à la fois transport et pétrochimie qui font qu'aujourd'hui, et pendant encore un certain temps, le monde ne peut pas se passer de pétrole. On peut se passer de gaz naturel, même si c'est utile, on peut se passer de charbon, on peut se passer de nucléaire, on peut se passer de solaire, d'éolien, etc., en remplaçant une énergie par une autre. Mais aujourd'hui, le monde ne sait pas se passer du pétrole du fait des transports et de la pétrochimie. Donc je vais revenir un peu dans l'histoire. Le pétrole a mis des millions d'années à se former, mais il a été découvert réellement qu'en 1859 par un Américain. Et c'est à partir de là que le monde il a commencé à changer, que l'automobile, ça a commencé à bien se développer. Et moi, je voulais savoir pourquoi
et comment le pétrole a-t-il détrôné toutes les autres énergies? Alors, vous venez de donner dans votre question un élément clé de la réponse, c'est le mot automobile. L'ère pétrolière moderne commence effectivement dans la deuxième moitié du 19e, vers 1860, aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent bien Lucky Luke, ils se souviennent peut-être d'un album qui s'appelle À l'ombre des Derricks, dans lequel on voit le colonel Drake, qui a vraiment existé, qui fait un forage à Titusville, en Pennsylvanie. Et c'est considéré comme le début de l'ère pétrolière moderne aux États-Unis. C'était le Mais à premier gros l'époque, pétrole. voilà, c'est ça. Mais à l'époque, le pétrole, ce n'était pas encore très important, c'était les débuts. C'est à partir du début du XXe siècle, avec l'automobile, la fameuse Ford T, hein, ce modèle qui a fait le tour du monde, qu'on va avoir le couple pétrole-automobile, puisque le pétrole va avoir un nouveau marché qui va devenir considérable, c'est fournir des carburants pour les automobiles, pour ensuite l'ensemble des transports routiers, automobiles, poids lourds, et ensuite également pour plus tard, pour les avions, pour les bateaux, etc. Et donc ça va faire exploser la consommation mondiale de pétrole. Donc le pétrole, effectivement, l'ère pétrolière moderne commence dans la deuxième moitié du 19e, mais ça explose au 20e, et c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que le pétrole va devenir une énergie absolument incontournable avec l'explosion de ses besoins au niveau mondial. Et, Le pétrole devance aujourd'hui au niveau mondial le charbon, qui reste au moment où nous parlons l'énergie la plus consommée dans le monde après le pétrole. Et après pétrole et charbon, numéro 1 et numéro 2, on trouve en numéro 3 le gaz naturel. Donc les trois énergies ou combustibles fossiles sont les trois énergies les plus consommées dans le monde actuellement, ce qui bien sûr pose quelques problèmes, notamment d'ordre climatique, puisque toutes ces énergies fossiles génèrent des émissions de CO2, gaz carbonique ou dioxyde de carbone, qui est le principal agent de l'effet de serre et donc du changement climatique. moi, je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur. Comment l'être humain s'est-il rendu compte qu'on pouvait faire tout ça avec le pétrole? Alors c'est vraiment au début du XXe siècle avec le développement de l'automobile. Et à l'époque, on cherchait un carburant pour cette automobile, cette industrie qui allait exploser au niveau mondial. Il y avait la question du pétrole, raffinage du pétrole, carburant pétrolier, et il y avait aussi l'alcool. Aujourd'hui au Brésil, il y a beaucoup de véhicules qui fonctionnent avec de l'alcool qui vient de la transformation de la canne à sucre, dont le Brésil est un grand producteur. Donc on sait depuis longtemps que l'alcool, ça peut être aussi un carburant pour les automobiles. Et donc au début du XXe siècle, il y a eu des choix, je dirais un mélange de considérations techniques, de considérations économiques, de jeux aussi des lobbies entre groupes de pression. Et finalement, c'est les carburants automobiles, d'abord l'essence, plus tard les moteurs diesel, donc avec le gazole, mais d'abord l'essence, donc dans les deux cas des carburants pétroliers, qui l'ont emporté et l'alcool a été abandonné. Et on est revenu à l'alcool, notamment au Brésil, après le premier choc pétrolier qui se passe en 1973-1974, où les prix du pétrole augmentent très fortement et certains pays se disent qu'est-ce que je fais par rapport à ça? La France a décidé de se lancer dans un très important programme nucléaire, c'est dans cette époque-là. Le Brésil a décidé de lancer un très important programme de développement de ses capacités de production d'alcool, y compris comme carburant, à partir de la canne à sucre, dont il est l'un des grands producteurs mondiaux. Et justement, comment les gouvernements se sont rendus compte que derrière le pétrole, il y avait une grosse manne financière? Alors, il y a une grosse manne financière parce que le pétrole, on ne peut pas s'en passer. Et quand on ne peut pas se passer de quelque chose, ben c'est tentant de le taxer, puisque vous dites de toute façon, les gens vont rouler. Donc, si je mets de bonnes taxes sur l'essence et sur le gazole, ça va faire rentrer pas mal d'argent dans les caisses de différents ministères de l'économie et des finances à travers le monde. Vous n'avez pas intérêt à taxer quelque chose dont on ne se sert jamais ou quasiment jamais. Vous n'allez pas récolter beaucoup d'impôts. Donc, l'idée, c'est de taxer par rapport à ce qu'on appelait avant la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui est devenue la TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, plus la TVA, des produits dont un grand nombre de Français, d'Européens, de gens à travers le monde se servent et ne peuvent pas s'en passer, ça fait des recettes fiscales importantes. Donc c'est vraiment lié, là encore, au rôle clé du pétrole dans le secteur des transports et notamment, en l'occurrence, l'automobile. Qui dit aussi grosse manne financière, dit conflit. Oui. Le Golfe Persique qui a pris beaucoup de valeur grâce au pétrole.
les Américains qui se sont rendus compte que c'était une zone stratégique, qui ont signé un accord en 1945 avec l'Arabie Saoudite, donc la Oui. sécurité du pétrole, si je peux dire ça comme ça. Et Oui. aujourd'hui, qu'en est-il de cet accord, sachant qu'il me semble qu'avec Trump, autant pour moi, avec Obama, il y a eu quelques conflits. Il n'était pas accueilli comme Trump en 2000, c'était en 17. 2000. Alors, vous venez d'évoquer un accord très important, États-Unis-Arabie Saoudite, qu'on appelle souvent le pacte du Quincy, parce qu'il a été signé sur un croiseur américain, un navire de guerre, qui s'appelait à l'époque le Quincy, et qui est signé en février 1945 entre le président des États-Unis, qui était à l'époque Franklin Delano Roosevelt, et le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Donc c'est un accord qui est signé au plus haut niveau entre le pays qui va devenir la plus grande puissance mondiale après la Seconde Guerre mondiale et l'Arabie Saoudite qui a plein de pétrole. Et effectivement, vous avez bien résumé l'accord en 3 mots, pétrole contre sécurité. L'Arabie Saoudite a beaucoup de pétrole, mais a besoin d'avoir un grand protecteur. Les États-Unis sont une puissance, évidemment, et peuvent protéger d'autres pays, mais ont besoin de pétrole et de plus en plus de pétrole. Ils en importent et ils vont en importer après la Seconde Guerre mondiale de plus en plus. Donc, au plus haut niveau de ces 2 pays, on signe cet accord pour 60 années, 1945-2005. Et en 2005, on prolonge cet accord pour 60 années supplémentaires jusqu'en 2065. On est donc vraiment dans quelque chose qui relève du très très long terme et qui relève d'intérêts stratégiques partagés entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Alors, les temps ont passé, bien sûr, mais le pacte du Quincy n'est pas mort. C'est vrai qu'avec Donald Trump, il y a à boire et à manger. D'une part, il a de très bonnes relations avec le régime saoudien actuel, notamment le prince héritier et homme fort du régime, Mohammed Ben Salman. Et d'autre part, Donald Trump dit souvent, mais pourquoi est-ce que les États-Unis sont au Moyen-Orient? Pourquoi est-ce qu'on ne ramène pas les militaires américains du Moyen-Orient à la maison aux États-Unis? Ils seront mieux. Donc il a des propos qui sont très contradictoires. Mais en dehors des variations et des contradictions de Donald Trump, dans ce domaine comme dans d'autres, l'administration Trump, le ministère de la Défense, donc le Pentagone, le ministère des Affaires étrangères, donc le département d'État, la CIA, les autres services de renseignement, le Conseil national de sécurité, sont persuadés que le Moyen-Orient reste aujourd'hui, en 2020, une région hautement stratégique, notamment du fait de l'importance de ses ressources pétrolières et gazières, et qu'il faut donc que les États-Unis continuent à prolonger le pacte du Quincy et à rester le protecteur de l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes de la région du Golfe, comme le Koweït, comme les Émirats arabes unis, comme le Qatar, qui sont de grandes puissances pétrolières et ou gazières. Le Qatar étant un pays plus gazier que pétrolier, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït étant des pays pétroliers et gaziers, mais plus pétroliers que gaziers. Et justement, moi, je voulais savoir où en est-on dans le Golfe Persique aujourd'hui, sachant qu'il y a eu beaucoup de tensions récemment, en septembre 2019, avec l'attaque de drones dans une installation pétrolière d'Aramco en Arabie Saoudite, et en janvier 2020, avec l'assassinat du général iranien. Ça a beaucoup ravivé les tensions, le pétrole qui a beaucoup grimpé puis chuté. Le Moyen-Orient en général, la région du Golfe en particulier, est une région dans laquelle les tensions sont importantes, nombreuses, graves et anciennes. Mais c'est vrai que dans la période récente, on ne peut pas dire que ce soit arrangé, ça ne s'est pas calmé, notamment autour des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Et les tensions Arabie Saoudite et certains autres pays arabes, dont les Émirats arabes unis et l'Iran. Aujourd'hui, c'est vraiment autour de l'Iran que s'articulent les tensions dans cette région du monde. Les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, ont peur de l'Iran, redoutent l'Iran et donc font appel aux États-Unis pour contrer la montée en puissance de l'Iran. Les États-Unis qui ont décidé depuis 2018, l'administration Trump, de remettre en vigueur des sanctions économiques très fortes, très lourdes contre l'Iran qui visent à écraser l'économie iranienne et notamment le secteur pétrolier. Donc il y a eu ces tensions que vous avez évoquées en 2019.
On a eu des attaques ou des sabotages contre des tankers, qui sont donc les navires qui transportent du pétrole ou des produits raffinés. Il y en a eu plusieurs en mai et juin, notamment en 2019. On a eu ensuite des tankers qui ont été arraisonnés, y compris par l'Iran, pour les amener de force dans des ports iraniens. Ça a été le cas, par exemple, d'un tanker qui était immatriculé à Londres, le Stena Impero, donc à l'été 2019. Et puis, en septembre 2019, il y a eu 2 attaques par des drones et par des missiles de croisière contre 2 sites stratégiques pétroliers de l'Arabie Saoudite, de la compagnie pétrolière nationale de l'Arabie Saoudite, Saudi Aramco. L'un, c'est l'usine de traitement du pétrole d'Abqaiq, qui est la plus importante usine de traitement de pétrole au monde, et l'autre, c'est le champ pétrolier de Kouraïs, qui est l'un des plus gros champs pétroliers en Arabie Saoudite et dans le monde. Et ces 2 attaques, en septembre dernier, ont fait chuter immédiatement de 60% la production pétrolière de l'Arabie Saoudite. Donc ça a été une crise absolument considérable. Ensuite, il y a eu les tensions fin 2019 en Irak entre les États-Unis et l'Iran. Et début 2020, dans les premiers jours de l'année 2020, les États-Unis ont attaqué par un drone armé et ont liquidé physiquement Qassem Soleimani et d'autres personnes qui étaient avec lui, qui quittaient l'aéroport de Bagdad pour aller à Bagdad, la capitale de l'Irak. Ensuite, quelques jours après, l'Iran a riposté contre des bases irakiennes avec des missiles dans lesquels il y avait du personnel américain. Des militaires américains ont été blessés, mais pas tués. Depuis le début du mois de janvier, ça s'est calmé pour l'instant dans cette région, mais qui reste une région hautement stratégique pour le monde entier, y compris, mais pas seulement pour les États-Unis. Mais ça s'est un petit peu calmé. Puis après, il y a eu le coronavirus, et maintenant, on ne parle plus que du coronavirus. Mais il faut évidemment garder un œil sur cette région très sensible, ultra sensible sur le plan géopolitique, qu'est le Moyen-Orient et la région du Golfe. Mais vous ne pensez pas qu'un jour, on va passer de l'autre côté de la barrière, que, que ça va peut-être déclencher une guerre? Bien évidemment, c'est de la fiction, mais ça peut arriver. C'est une fiction peut-être aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible, malheureusement. Il y a déjà eu des guerres au Moyen-Orient dans les dernières décennies. Il y a eu la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. Il y a eu ensuite l'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990. Il y a eu en janvier et février 1991 l'opération Tempête du désert dirigée par les Américains pour libérer le Koweït de l'Irak. Il y a eu ensuite en 2003 une nouvelle guerre en Irak dirigée notamment par les États-Unis et par leurs alliés britanniques pour abattre le régime de Saddam Hussein. Il y a une guerre en Syrie, même si ce n'est pas le Golfe, mais c'est le Moyen-Orient. Il y a une guerre au Yémen actuellement, qui sont encore en cours, qui ne sont pas terminées, qui durent depuis des années et des années. On a frôlé de très près en septembre dernier et en janvier 2020 une guerre États-Unis-Iran, ou États-Unis plus Arabie Saoudite contre Iran. Et les menaces, pour l'instant, sont un petit peu retombées. On en parle moins parce que l'attention du monde est centrée sur le coronavirus. Mais les enjeux demeurent, les difficultés, les tensions demeurent, et on ne peut pas dire, on aimerait bien dire, il n'y aura jamais plus de guerre au Moyen-Orient jusqu'à la fin des temps, mais ce serait évidemment s'avancer un petit peu. Cette région contient tellement d'enjeux stratégiques que certains États sont prêts à aller jusqu'à l'usage de la force militaire pour protéger leurs intérêts stratégiques. Et le Moyen-Orient est une zone vraiment ultra stratégique encore aujourd'hui. Elle va le rester pas mal de temps. D'ailleurs, l'embrouille entre les États-Unis et l'Iran, ça dure depuis pas mal de temps maintenant, depuis les années 1980, si je ne me trompe pas. Alors, ça remonte à la révolution islamique en Iran, la chute du Shah d'Iran en 1979, parce que les États-Unis avaient de bonnes relations avec le Shah d'Iran, mais donc en 1979, le Shah quitte le pays, se réfugie d'ailleurs aux États-Unis. C'est le début donc de ce qui sera la République islamique d'Iran en 1979. Et fin 1979, il y a à Téhéran une prise d'otage de diplomates américains par l'Iran qui va durer 444 jours. Les États-Unis vont rompre leurs relations diplomatiques avec l'Iran à l'époque, donc ça fait 40 ans à peu près, et depuis, les États-Unis et l'Iran n'ont jamais renoué de relations diplomatiques, donc ça fait 4 décennies que les relations entre ces deux pays, entre ces deux régimes, sont des relations de tension, d'opposition,
Les États-Unis sanctionnent l'Iran économiquement depuis les années 1980, donc ça ne date pas d'hier. Il y a eu entre-temps différents présidents américains qui se sont succédés. Sous Obama, ça s'est amélioré, puisqu'il y a eu la signature de l'accord de Vienne de juillet 2015 sur le programme nucléaire de l'Iran. Donc, le président Barack Obama a fait un pas en direction des Iraniens. Il n'a pas renoué les relations diplomatiques, il n'a pas abandonné complètement les sanctions économiques, mais il a signé un accord sur le nucléaire en Iran et il a levé une partie des sanctions économiques américaines contre l'Iran. Après Obama, ça a été Donald Trump, à partir donc de janvier 2017. Et là, très vite, les relations ont recommencé à se dégrader. Et en mai 2018, Donald Trump a annoncé qu'il allait rétablir toutes les sanctions économiques américaines contre l'Iran, celles qu'Obama avait levées ou suspendues quelques années auparavant. Et donc, depuis, à nouveau, on est reparti avec une relation très, très mauvaise entre les deux pays. Et parfois, entre ces deux pays, on est quasiment au bord de la guerre. Et si une guerre venait à éclater, qui aurait le plus à perdre? Sachant que l'Iran, je ne pense pas qu'il ferait le poids face à la première puissance militaire mondiale, mais Trump, il n'a pas envie de tout gâcher, sachant qu'il pense déjà au 3 novembre 2020. Trump, effectivement, ne souhaite pas une guerre contre l'Iran. Parce que Trump est un homme d'affaires, même s'il est devenu président, et un homme d'affaires, il aime bien faire des affaires et pas forcément faire la guerre. La guerre, ça peut être bon pour certaines affaires, mais pas bonne pour d'autres. Et puis, effectivement, comme vous venez de le rappeler, Trump espère être réélu pour un deuxième mandat. Les élections présidentielles, c'est novembre 2020, ça approche à grands pas. On est maintenant fin avril, aujourd'hui, pour se parler. Donc voilà, ça va venir très rapidement. Et Trump se dit que s'il déclenche une guerre contre l'Iran, ça peut le pénaliser auprès de l'électorat américain qui se dira, il y a déjà une guerre il y a eu l'Irak et la Syrie, donc on est quand même là-bas contre l'État islamique. Et il y a encore des militaires américains qui sont là, notamment des forces spéciales, quelques milliers de personnes pour lutter contre l'État islamique. Il y a l'Afghanistan, on n'a pas encore fini. On cherche un accord de paix avec les talibans, mais ce n'est pas terminé. Et en plus, on a une guerre en plus contre l'Iran au Moyen-Orient. Donc Trump ne veut pas d'une guerre contre l'Iran, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre. Parce que même s'il ne veut pas lancer une guerre contre l'Iran, il se peut que s'il y a à nouveau, dans les mois qui viennent, des tensions fortes dans cette région du Golfe, Trump soit obligé de frapper militairement l'Iran, enfin se sent obligé de frapper l'Iran, comme il l'a fait en Irak au début de l'année, quand les Américains ont tué Qassem Soleimani, général des gardiens de la Révolution et chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, qui est chargé des opérations extérieures à l'Iran, donc par exemple au Yémen, en Irak, au Liban, etc. Un homme extrêmement important dans l'appareil d'État iranien. Aucun président américain n'avait osé donner un ordre d'élimination de Qassem Soleimani, alors que les Américains le connaissent depuis longtemps et qu'il embête les Américains depuis longtemps. Donc, on ne peut pas exclure des tensions très fortes, voire un conflit irano-américain en 2020, même si les Iraniens ne le veulent pas, parce qu'ils savent qu'ils perdraient forcément. Les Américains ne le veulent pas, parce que ce serait une guerre supplémentaire, alors qu'ils ont déjà pas mal d'engagements militaires à l'étranger. Mais parfois, une guerre arrive sans que les deux parties ne veuillent véritablement cette guerre. Toute la géopolitique montre que ça peut arriver, mais on espère évidemment que la diplomatie permettra d'éviter la guerre, de trouver des solutions pacifiques, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Puis, le coronavirus est arrivé, ça a chamboulé le monde entier. Voilà, le coronavirus qui a eu un effet domino, il a provoqué un krach boursier. Le krach boursier qui a eu lieu un jour après que l'Italie a annoncé mettre en quarantaine 10 villes, juste à côté de Milan. C'est ce jour-là qu'il y a eu un krach boursier. Ensuite, le krach boursier donc, qui a provoqué aussi un krach pétrolier. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé en février-mars et la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie? Alors, vous avez indiqué les 3 éléments importants pour 2020 en matière pétrolière. Premièrement, coronavirus. Deuxièmement, désaccord Russie-Arabie Saoudite. Troisièmement, guerre des prix. Et c'est bien dans cet ordre-là, puisque c'est comme ça que ça s'est passé en termes de chronologie. Alors, revenons au coronavirus. On a donc un nouveau virus qui devient une pandémie et qui se répand dans le monde entier.
pour lutter contre l'expansion de cette pandémie, de très nombreux gouvernements à travers le monde prennent des mesures de confinement des populations. Quand vous êtes confiné, vous ne vous déplacez plus par définition puisque vous restez chez soi, chez vous. Et donc, comme vous ne vous déplacez plus, vous ne prenez plus votre voiture, vous ne prenez pas des avions, vous n'allez pas faire une croisière sur un bateau pour faire le tour du monde. Or, automobile, poids lourds bien sûr, avions, bateaux consomment des carburants pétroliers. Une grande partie du monde étant confinée, on a beaucoup moins besoin de consommer des carburants pétroliers. Donc, on a beaucoup moins besoin de raffiner du pétrole. Et donc, la consommation mondiale de pétrole chute de façon vertigineuse et les prix du pétrole chutent puisqu'on demande moins de pétrole au niveau mondial. Ça, c'est le premier effet et le plus important. Deuxième raison, le désaccord Russie-Arabie Saoudite. Nous sommes le 6 mars à Vienne, en Autriche. Il y a une réunion entre l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, 13 pays, dont l'Arabie Saoudite, et 10 pays non OPEP, dont la Russie. Et ces pays, donc 13 plus 10, 23, essaient de se mettre d'accord pour une réduction coordonnée, conjointe de leur production. Et l'OPEP met des propositions sur la table. La Russie refuse. Et la réunion du 6 mars se termine par un échec. Et ça fait encore plus baisser les prix du pétrole parce que les traders sur les marchés pensaient que ces pays allaient annoncer des réductions de production. Comme ils ne le font pas, puisqu'ils ne sont pas d'accord, les prix chutent encore plus. Troisième et dernière étape, immédiatement après le 6 mars, l'Arabie Saoudite change complètement sa stratégie pétrolière. Le raisonnement saoudien est le suivant, les Russes ne veulent plus coopérer avec nous, ils veulent jouer personnel, nous aussi on va jouer personnel. Et l'Arabie Saoudite annonce qu'à partir du 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, ce pays va augmenter considérablement sa production et ses exportations pétrolières. Et dès que l'Arabie Saoudite annonce ça en mars, avant même qu'elle ait commencé à augmenter sa production, les prix chutent encore plus. Et donc, depuis le début de l'année, avec ces trois facteurs, d'abord et avant tout le coronavirus, puis le désaccord russo-saoudien, puis le changement de stratégie pétrolière de l'Arabie Saoudite, ces trois éléments font une chute des prix du pétrole d'environ 70% entre le 6 janvier et aujourd'hui. Et justement, bah, c'est un peu une crise qui s'ajoute à déjà une crise qui est la guerre des prix sur le coronavirus. Ça n'arrange rien. Le pétrole qui touche les moins 37 dollars, c'est du jamais vu dans l'histoire de la bourse. C'est la première fois que ça arrive en dessous de Absolument. 0. Et alors, expliquez-nous comment est-ce possible que le pétrole tombe en dessous de 0 dollars? Parce que ça a surpris pas mal de Ah, particuliers. c'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer des prix négatifs. En tant que particulier, quand on va dans un commerce, on n'a jamais vu de prix négatif. Pour acheter une baguette de pain, il faut payer. On ne va pas dans une boulangerie, puis on prend la baguette de pain et en plus le boulanger nous paie pour qu'on lui prenne son pain. Donc c'est vrai que le concept de prix négatif, je comprends que voilà, c'est quand même c'est assez renversant. On se dit est-ce que c'est vrai? Ça a été vrai pour 2 jours aux États-Unis sur la bourse de New York, le NYMEX, le New York Mercantile Exchange, une bourse sur laquelle sont cotées plusieurs matières premières, dont le pétrole, dont une qualité de pétrole qui s'appelle le WTI, le West Texas Intermediate, qui, comme son nom l'indique, est produit au Texas. On était donc, il y a une semaine, lundi et mardi de la semaine précédente, et sur ces contrats, sur ce NYMEX, on a des contrats à terme. Ça veut dire qu'on a des contrats qui prévoient des livraisons de pétrole à une date déterminée. Et là, c'était le contrat du mois de mai 2020. Donc, ces contrats devaient déboucher normalement, si on allait jusqu'au bout, sur une livraison de pétrole en mai 2020. Et ceux qui détenaient ces contrats n'arrivaient pas à trouver des acheteurs pour le pétrole, puisque la consommation pétrolière s'effondrait du fait de l'expansion du coronavirus à travers le monde et des mesures de confinement. Et en plus, ces détenteurs de contrats mai 2020 sur le NYMEX, pour le West Texas Intermediate, n'arrivaient pas à trouver d'installation de stockage. Parce que soit celles-ci étaient déjà remplies, soit les autres qui restaient disponibles, elles étaient à des prix prohibitifs. Évidemment, moins il y a de capacité de stockage, plus le coût pour louer des capacités de stockage va augmenter et parfois va coûter les yeux de la tête, pour parler familièrement. Et donc, ces personnes-là qui détenaient ces contrats ne pouvaient pas trouver d'acheteurs pour le pétrole, ne pouvaient pas trouver de capacité de stockage.
Et donc, ces personnes étaient désespérées et ont été prêts à payer pour qu'on leur rachète ces contrats de mai 2020 sur le West Texas Intermediate. Donc, ça a duré 2 jours au début de la semaine dernière. Après, on est revenu à des prix positifs. Et donc, effectivement, dans l'histoire du NYMEX, depuis la cotation du pétrole sur le NYMEX en 1983, on n'avait jamais vu des prix négatifs. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'au niveau mondial, au moment où nous parlons, et même au moment où ça s'est passé, donc il y a un peu plus d'une semaine, ça ne veut pas dire que dans le monde, les prix du pétrole sont négatifs. C'est quelque chose qui a été très localisé aux États-Unis, sur le NYMEX, pour un brut particulier, le West Texas Intermediate, et uniquement pour le contrat de mai 2020, juste à la veille de l'expiration du contrat et le jour de l'expiration du contrat. Aux États-Unis, comme dans le reste du monde, les prix du pétrole aujourd'hui sont bas, mais ils restent évidemment positifs. Donc c'était unique, exceptionnel, mais ce n'est pas représentatif des prix du pétrole aujourd'hui dans le monde. Au moment où nous parlons, on a aujourd'hui un prix pour le West Texas Intermediate qui est un peu supérieur à 14 dollars par baril. On a un prix pour le Brent, un pétrole produit en mer du Nord, qui est un peu au-dessus de 20 dollars par baril, 21 dollars par baril. Donc c'est des prix qui sont bas par rapport au début de l'année. Le 6 janvier, le Brent se négociait 68 dollars par baril. Aujourd'hui, c'est 21. Mais ce sont des prix qui sont positifs. C'est plus 21, c'est plus 14, c'est pas moins 21, moins 14. Mais pendant 2 jours, de façon exceptionnelle et unique, on a eu donc, pour les raisons que j'évoquais, l'expiration de ce contrat sur le NYMEX pour des livraisons de pétrole brut en mai 2020. On a eu des prix négatifs jusqu'à moins 37, moins 40 dollars par baril. Mais justement, le pétrole, il était gratuit, mais ce n'était pas pour les particuliers, c'était plutôt pour les raffineurs, si je peux dire ça comme Oui, ça. voilà. Mais effectivement, parce que les raffineurs en ce moment, ils ont tellement de pétrole. On a la consommation pétrolière mondiale qui a chuté du fait du coronavirus et la production qui reste à un niveau élevé. Ça veut dire qu'on a une surproduction massive de pétrole. Donc, on nage dans le pétrole au niveau mondial. Et parfois, vous avez du pétrole ou des contrats représentatifs du pétrole. Vous ne savez pas, vous ne trouvez pas d'acheteurs parce qu'on vous dit, mais du pétrole, il y en a déjà plein, je ne vais pas encore en prendre plus. Et dans certains cas, vous pouvez être obligé à payer quelqu'un pour qu'il vous débarrasse de cette obligation de prendre physiquement possession du pétrole, alors que vous ne trouvez pas ni d'acheteurs, ni d'installation de stockage. Alors, admettons que nous, les traders particuliers, par exemple, on voit le pétrole à 10 dollars, le WTI. Pour nous, Oui, c'est les soldes, entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce que comme vous avez dit au début d'année, il était à 68 dollars. Admettons qu'on achète du pétrole à 10 dollars et qu'on voit qu'il descend en dessous de 0 dollars. Comment ça se passe? Est-ce que notre position se coupe automatiquement quand ça descend en dessous de 0 dollars? Est-ce qu'on doit de l'argent au broker? Parce qu'il y a eu beaucoup de cas particuliers, des particuliers qui se sont retrouvés endettés auprès de leur broker. oui. Et puis, il y a parfois des particuliers aux États-Unis qui avaient investi non pas directement, mais à travers des fonds qui eux-mêmes investissaient sur le pétrole, sur les marchés pétroliers. Et maintenant, ça se passe très mal. Puis il y a des traders professionnels qui sont sur le point de faire faillite, y compris à Singapour, avec des pertes massives sur le pétrole. Personne n'avait prévu une chute aussi vertigineuse des prix du pétrole dans un espace de temps aussi court. C'est depuis le mois de janvier. On a déjà vu des chutes des prix du pétrole par le passé, mais en général, c'était sur une période un peu plus longue. Là, c'est entre janvier et avril, c'est-à-dire quasiment rien. Et déjà, ça avait beaucoup chuté en mars. Donc, c'est absolument vertigineux. On sait que le marché pétrolier, c'est un marché risqué en termes de trading, en termes d'investissement. C'est un marché qu'il faut bien connaître. Et en ce moment, on a une volatilité extrêmement forte parce qu'on est dans des situations qu'on n'a jamais connues. On n'a jamais vu la demande pétrolière s'effondrer de façon aussi importante. Cette année, en 2020, la demande pétrolière va chuter pour la première fois depuis 2009. Mais elle va chuter beaucoup plus qu'en 2009 et en 2008, au moment de la grande crise financière et économique liée au subprime aux États-Unis. On estime que pour le seul mois d'avril, c'est-à-dire maintenant, avril 2020, on a une chute de la consommation pétrolière mondiale de 20 à 30 millions de barils par jour sur une production d'environ 100 millions de barils par jour en 2019. Donc moins 20 à moins 30% en avril
de la consommation pétrolière mondiale. Et donc, le pétrole, actuellement, c'est très risqué. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'il va remonter, il ne va pas rester longtemps à des prix aussi bas, parce que les confinements, ça ne peut pas durer tout le temps. On ne peut pas garder dans le monde 4 milliards de personnes confinées pendant des années, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible politiquement, économiquement, socialement et psychologiquement. Et on voit maintenant de plus en plus de pays, y compris la France, qui commencent à annoncer des dates pour une levée, même progressive, prudente, du confinement. Et on voit ça dans différents pays du monde. Donc, au cours du second semestre, il y aura forcément une reprise de l'économie mondiale. Et qui dit reprise de l'économie mondiale, dit augmentation de la consommation de pétrole. Dès qu'on va pouvoir se déplacer, on va consommer plus de pétrole et le prix du pétrole va remonter. Donc c'est un marché très risqué, mais évidemment les prix sont tombés à un niveau tellement bas qu'il est tentant de se dire j'achète aujourd'hui parce que demain je pourrais le revendre plus cher. Ensuite derrière il faut la logistique, évidemment en termes de stockage pour pouvoir conserver ce pétrole ou jouer sur les marchés à terme qui nous permettent justement de prendre des positions sur le pétrole en septembre, en octobre, en décembre 2020, en mars 2021, etc. Mais on va sans doute garder un marché qui restera très volatile pour le coronavirus, pour les tensions au Moyen-Orient qu'on évoquait tout à l'heure, même si elles sont un petit peu plus calmes, par rapport à l'élection présidentielle aux États-Unis, par rapport aux tensions mondiales. Le pétrole, c'est un petit peu un révélateur de pas mal de tensions, y compris de tensions géopolitiques, au Moyen-Orient, bien sûr, parce que là, il y a énormément de pétrole, dans la région du Golfe, mais aussi au niveau mondial. Donc, un marché qui va rester extrêmement risqué, extrêmement volatile, et qui demande quand même beaucoup de prudence, même s'il n'est pas difficile de deviner que le prix du pétrole ne peut pas rester longtemps à des niveaux aussi bas qu'aujourd'hui. Et justement, avec tout ce qui se passe, est-ce que le pétrole de schiste américain est menacé? Sachant que Donald Trump il a parlé de profiter de cette baisse pour remplir ses réserves stratégiques. Oui. Le pétrole de schiste américain est menacé à court terme, sans aucun doute. Les prix sont tombés à des niveaux tellement bas que beaucoup de producteurs de pétrole à travers le monde sont menacés. Alors, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, il y a des coûts de production très bas, les plus bas au monde, avec l'Iran et l'Irak. En Arabie Saoudite, produire un baril de pétrole, ça vous coûte au plus 5 dollars par baril. C'est extraordinairement faible. Mais ailleurs dans le monde, ce n'est pas des coûts de production aussi bas que l'Arabie Saoudite, le Golfe, le Moyen-Orient. Quand il faut produire du pétrole en Sibérie, en Russie, on peut imaginer, vu les conditions d'exploitation extrêmement difficiles, les températures qui peuvent tomber à moins 60 degrés en hiver, que c'est un peu compliqué, que ça ne coûte pas 5 dollars par baril. En Arctique, ça monte jusqu'à 120 dollars. L'Arctique, effectivement. Donc l'Arctique, ça peut être la Russie, ça peut être la Norvège, ça peut être le Canada, ça peut être les États-Unis. Et puis, pour revenir donc à ce pétrole de schiste aux États-Unis, c'est du pétrole non conventionnel. Et par définition, non conventionnel, ça veut dire que c'est plus cher que le conventionnel. Et donc, beaucoup de producteurs sont menacés, y compris aux États-Unis. Et on va avoir en 2020 des compagnies pétrolières américaines qui vont faire faillite parce qu'elles ne sont plus rentables. On a déjà vu. Comme ExxonMobil et Chevron, mais il y a déjà une compagnie pétrolière américaine qui a fait faillite et il y en aura d'autres en cours d'année 2020. Donc, oui, c'est une menace pour les États-Unis, pour le pétrole de schiste aux États-Unis. Ce n'est pas une menace à long terme, mais à court terme. L'année 2020 va être très difficile pour les compagnies pétrolières aux États-Unis et à travers le monde. On a déjà vu d'ailleurs Diamond Offshore et WLL qui ont déposé leur bilan récemment. Absolument. Suite aux résultats trimestriels. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, 2020 sera la pire année de l'histoire du secteur. Je crois que l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris et qui regroupe 30 pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a raison. On a déjà connu des crises pétrolières par le passé, entre 2014 et 2016, en 2008, deuxième semestre 2008, à la fin des années 1990, en 1986. Le pétrole, c'est un secteur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Mais par contre, cette crise-là, en 2020, elle est vraiment unique par la violence, la brutalité du choc pétrolier, du choc baissier, et par le fait que c'est la consommation pétrolière mondiale qui s'effondre. Et ça, on n'avait jamais vu ça. Entre 2014 et 2016,
la consommation pétrolière mondiale ne s'est pas effondrée, elle a même augmenté. Mais les prix ont chuté suite à une guerre des prix entre pays producteurs, notamment États-Unis, Arabie Saoudite, Russie. En 2008-2009, il y a eu une baisse de la consommation pétrolière, mais pas aussi importante que maintenant. Donc là, on a vraiment une situation qui est sans précédent et l'aspect qui la rend unique, c'est l'effondrement de la consommation pétrolière mondiale, surtout au premier semestre 2020, encore plus au deuxième trimestre, c'est-à-dire maintenant, et encore plus en avril 2020, qui sera sur l'année 2020 le mois le plus dur, le plus terrible pour tous ceux qui sont liés au business pétrolier à travers le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer explicitement qu'est-ce que c'est la différence entre le pétrole conventionnel et non conventionnel? Alors, le pétrole, c'est un liquide qu'on trouve dans le sous-sol, à des profondeurs assez importantes. Alors, le pétrole conventionnel, on peut l'extraire avec des forages. Un forage, on fait un trou dans le sol, et si on a la chance de tomber sur un réservoir pétrolier, eh bien, il y a une partie de ce pétrole qui va remonter à la surface sous l'effet de la pression naturelle. Par contre, le pétrole de schiste aux États-Unis, même chose pour le gaz de schiste, c'est le même raisonnement, ce pétrole et ce gaz de schiste se trouvent dans une roche qu'on appelle la roche-mère, qui, entre guillemets, retient prisonnier ces hydrocarbures, pétrole et ou gaz naturel. Et donc, pour aller exploiter ce pétrole, pour le ramener à la surface, il faut utiliser ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. C'est un procédé qui fait qu'on injecte de l'eau à haute pression qui va fracturer la roche qui retient le pétrole, entre guillemets, prisonnier. L'eau est mélangée à du sable et à des produits chimiques. Le sable se met dans les pores de la roche pour maintenir les pores ouverts pendant que le pétrole sort. Et les produits chimiques permettent de balayer plus de pétrole vers les forages pour augmenter le rendement des forages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique et on en a besoin pour produire du pétrole de schiste. Alors que le pétrole conventionnel, on n'a pas besoin d'utiliser ce procédé qu'est la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, aux États-Unis, on le fait tous les jours depuis les années 2000 pour produire du pétrole et du gaz de schiste. Et grâce à ce procédé et grâce à certains forages, notamment des forages horizontaux et pas seulement verticaux ou pas seulement déviés, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole et le premier producteur mondial de gaz naturel parce qu'ils ont pu exploiter avec ces procédés, fracturation hydraulique et forages horizontaux, leurs importantes réserves de pétrole et de gaz de schiste. Ok, là c'est bien clair, merci à vous. Et je voulais aussi savoir si le pétrole de schiste venait à disparaître, bien évidemment c'est de la fiction, quelles seraient les conséquences? Est-ce que les tensions se raviveraient entre les États-Unis et l'Iran ou les États-Unis et le Venezuela, sachant que ce pas les meilleurs amis du monde? Il est clair que États-Unis et Iran, États-Unis et Venezuela ne sont pas les meilleurs amis du monde, c'est tout à fait certain sur le plan géopolitique. Il y a une grande hostilité entre États-Unis et Iran et entre États-Unis et Venezuela. Et les États-Unis ont des sanctions économiques contre l'Iran et contre le Venezuela qui touchent également le secteur pétrolier, le secteur des hydrocarbures. S'il n'y avait plus de pétrole de schiste aux États-Unis, ça veut donc dire qu'il y aurait une production pétrolière mondiale moins importante. Alors aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème puisque la consommation mondiale a beaucoup baissé. Mais en temps normal, hors Covid-19, hors confinement, il manquerait une partie de la production pétrolière mondiale. Donc pour éviter une pénurie de pétrole, dans ce cas de figure, il faudrait que d'autres pays produisent plus. Et quels sont les pays qui pourraient produire plus? Principalement des pays au Moyen-Orient, à commencer par l'Arabie Saoudite. Mais si, supposons d'un coup de baguette magique, ce qui n'arrivera pas, ça ne se passe pas évidemment en un coup de baguette magique, supposons que du jour au lendemain, dans des conditions économiques normales, sans Covid-19, le pétrole de schiste aux États-Unis disparaisse, ça ferait chuter la production pétrolière mondiale, on aurait immédiatement une pénurie de pétrole, et il faudrait que, avec un petit peu de temps, d'autres pays, en commençant par l'Arabie Saoudite, augmentent leur production pour essayer de combler cet écart entre les besoins pétroliers mondiaux, donc la consommation, et la production. Et pour les États-Unis, évidemment, ils redeviendraient dans cette hypothèse-là un pays massivement importateur de pétrole, alors que grâce à leur pétrole de schiste, ce pays produit depuis 2008 de plus en plus de pétrole chaque année, quasiment chaque année,
importe de moins en moins de pétrole, exporte de plus en plus de pétrole. Et en 2020, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, les exportations pétrolières des États-Unis seraient devenues supérieures à leurs importations pétrolières pour la première fois depuis les années 1950. Donc, le pétrole de schiste, c'est vraiment très important pour les États-Unis et pour le reste du monde. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, Tant c'est que le grâce. monde a besoin de pétrole. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est Pardon. grâce au pétrole de schiste que les Américains sont repassés premier producteur mondial. Parce qu'à un moment, ils s'étaient fait dépasser par l'Arabie Saoudite et la Russie, si je me trompe pas. C'est ça. Il y a plusieurs années, on avait comme classement des producteurs mondiaux de pétrole, premièrement Russie, deuxièmement Arabie Saoudite, troisièmement États-Unis. Aujourd'hui, on a premièrement États-Unis, deuxièmement Russie, troisièmement Arabie Saoudite. Et pour le gaz, on avait, il n'y a pas si longtemps, premièrement Russie, deuxièmement États-Unis. Aujourd'hui, avec le gaz de schiste, depuis plusieurs années, les États-Unis sont passés devant la Russie, qui est pourtant le géant mondial du gaz, et ils sont donc premier producteur mondial pour le pétrole, premier producteur mondial pour le gaz, grâce à leurs réserves très importantes de pétrole et de gaz de schiste. Alors, petite question piège, est-ce que le pétrole aujourd'hui à 12 dollars, est-ce que c'est le nouveau Bitcoin? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le crack boursier, ça a fait parler, bah voilà, tous les médias en ont parlé. Et du coup, bah, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le nombre de particuliers a augmenté dans le monde du trading. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le monde de la bourse, qui ont investi. Alors, est-ce que vous pensez que le pétrole aujourd'hui, c'est les soldes ou alors c'est plutôt une bombe à retardement? Ça peut être une bombe à retardement. Le marché pétrolier, et je me souviens d'avoir vu une de vos vidéos sur YouTube avec un trader où vous parliez de or et pétrole, et vous disiez attention, le marché du pétrole, c'est risqué. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais il ne faut pas arriver comme ça du jour au lendemain. On se dit tiens, aujourd'hui, si je faisais du trading sur le pétrole, il faut apprendre ce qu'est le business pétrolier, le pétrole, le marché pétrolier. C'est un marché quand même assez costaud. Il faut bien en être conscient. Euh, le baril de pétrole à 12 dollars, 14 dollars, 15 dollars ou 20 dollars, ça ne peut pas durer. Parce que si ça dure, on n'aura pas suffisamment de pétrole pour l'économie mondiale. Maintenant, on en a trop, mais c'est lié au coronavirus. Mais la reprise économique mondiale va venir, les populations vont être déconfinées, elles vont recommencer à se déplacer, les industries vont recommencer à fonctionner et la consommation mondiale de pétrole et d'énergie va augmenter. Et à ce moment-là, il faudra en face qu'il y ait une production. Si les prix du pétrole sont très bas, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir en 2020 aux États-Unis. La production américaine va baisser, pétrolière va baisser, parce que les prix sont tombés à des niveaux tellement bas que les compagnies pétrolières américaines, qu'est-ce qu'elles font depuis quelques semaines? Elles réduisent leurs investissements, elles réduisent leurs coûts, elles réduisent leur forage, elles ferment des puits, elles vont fermer des gisements parce que c'est plus rentable de produire. Une compagnie privée ne produit pas du pétrole pour les beaux yeux du pétrole. Elle produit du pétrole parce que c'est rentable. Si le prix tombe à un niveau tellement bas que c'est plus rentable, la production va baisser, ce qui va être le cas de la production pétrolière américaine et sans doute canadienne en 2020. Et donc, avec le coronavirus, ça va, puisqu'on n'a pas besoin, on a besoin de beaucoup moins de pétrole, mais avec la reprise économique, ça n'ira pas. Donc, forcément, le prix du pétrole doit remonter, sinon, on va vers une pénurie de pétrole dans les mois ou les années qui viennent. Donc, il ne faut pas parier sur le fait qu'on va avoir, en régime de croisière, un prix du pétrole qui sera entre 10 et 20 dollars par baril. Ça ne permet pas à ce moment-là de boucler les équilibres pétroliers mondiaux à terme, à moyen terme et évidemment à long terme, entre production et consommation. N'oublions pas qu'avant 2020, où on va voir une baisse de la consommation pétrolière mondiale, la consommation mondiale de pétrole ne faisait qu'augmenter depuis 2009. Elle a baissé en 2008 et 2009, mais entre 2010 et 2019, elle n'a fait qu'augmenter parce que les pays en développement, les pays émergents, consomment de plus en plus de pétrole. Chine, Inde, Asie, Amérique latine, Moyen-Orient, tous ces pays-là ont une croissance, enfin jusqu'en 2019, avaient une croissance économique rapide, et ça reviendra après le Covid-19, et ont besoin de plus d'énergie, ont besoin de plus de pétrole. Donc il faut que la production pétrolière mondiale soit au rendez-vous d'une consommation qui normalement augmente, et pour cela, il faut qu'on investisse dans le pétrole, donc il faut que ce soit suffisamment rémunérateur, et avec des prix du pétrole entre 10 et 20 dollars par baril, ça ne suffit pas pour générer les investissements dont on a besoin pour les équilibres pétroliers futurs à moyen et à long terme. Donc vous pensez
que quand il y aura le déconfinement, quand l'économie va reprendre, le pétrole va remonter aux alentours des 30, 40, 50 dollars. C'est absolument indispensable. On ne peut pas avoir durablement un prix du pétrole très bas. Et d'ailleurs, quand on voit les phases précédentes de chute des prix, les prix du pétrole ont baissé entre l'été 2014 et début 2016. Si on prend le pétrole Brent de la mer du Nord, en juin 2014, il avait atteint jusqu'à 115 dollars par baril. En janvier 2016, il est tombé à 27-28 dollars par baril, moins 75%. Mais il n'a pas pu rester longtemps à moins de 30 dollars par baril. Il a commencé à remonter en 2016. En 2008, le prix du Brent est passé entre juillet 2008 et décembre 2008, on est passé de près de 150 dollars par baril à 35 dollars par baril en 6 mois. Mais il n'est pas resté longtemps à 35 dollars par baril, il est remonté. Et après 2011, 2012, 2013, premier semestre 2014, on était à plus de 100 dollars par baril. 100, 105, 110, 115, 120 jusqu'à près de 130. Donc on ne peut pas avoir de façon durable un prix du pétrole très bas parce que le monde entier a besoin de pétrole et quand le prix est trop bas, ça ne justifie pas qu'on investisse pour développer les capacités de production et on risque d'aller vers une pénurie de pétrole, ce que le monde ne peut pas accepter. Sachant que le pétrole, bah, c'est le catalyseur de l'économie mondiale, si on peut dire ça. Quand le pétrole Absolument. baisse, les indices boursiers baissent et inversement. On l'a bien vu depuis le début de l'année. Hein. Quand on avait Exactement. une très forte chute des prix du pétrole, les indices boursiers, que ce soit à Wall Street ou ailleurs, accusaient le coup. Donc c'est clair que le pétrole, tout le monde regarde ce qui se passe sur le pétrole. Quand vous êtes pétrolier, évidemment, parce que c'est votre métier, mais quand vous êtes investisseur, financier, banquier, trader, banquier central, etc., ministre de l'économie et des finances, tout le monde dans le monde économique suit l'évolution des cours du pétrole. Parce qu'on sait que le monde ne peut pas se passer de pétrole et qu'on ne pourra pas s'en passer tout de suite. Alors moi, je voulais savoir, nous les particuliers, on investit sur le marché à terme, comme vous avez dit, on mise de l'argent réel, mais on achète, par exemple, si on achète du pétrole, c'est des contrats virtuels, voilà. Oui. Mais est-ce que c'est possible d'acheter du pétrole physique et de recevoir des barils de pétrole chez soi? Non, parce que pour acheter des barils de pétrole physiques, il faut pouvoir les stocker. Et des particuliers n'ont pas d'installation de stockage. Donc ça, c'est réservé à des professionnels, à des compagnies pétrolières, à des traders, mais de grandes sociétés de trading comme Trafigura, etc., qui achètent et vendent des matières premières, mais qui sont des géants du trading et qui ont donc des installations de stockage. Le pétrole, le physique, il faut pouvoir le gérer. C'est pour ça qu'évidemment, les marchés à terme offrent un moyen à des investisseurs, y compris des particuliers, de faire du trading sur du pétrole sans avoir besoin, sans être obligé de prendre physiquement possession du pétrole, en jouant sur des instruments financiers qui sont représentatifs du pétrole ou des produits pétroliers ou du gaz naturel ou d'autres matières premières. Mais physiquement, ça demande des infrastructures, une logistique, des capacités de stockage. Et en plus, ce n'est quand même pas sans risque. Hein. Le pétrole, le gaz, c'est des industries quand même assez risquées. Donc, il ne faut pas penser au niveau d'un particulier pouvoir faire du trading physique sur du pétrole. C'est réservé à des entreprises, que ce soit des compagnies pétrolières ou des compagnies de trading qui font donc du achat et vente sur un ensemble de matières premières, dont le pétrole comme Glencore, Trafigura et d'autres, Gunvor, des grands noms du trading des matières premières, qui sont toutes évidemment également impliquées dans le trading de pétrole. Donc, comme ça, c'est clair. Et maintenant, on va parler un peu du pétrole et de l'environnement. Ne pensez-vous pas que chercher du pétrole dans des zones de plus en plus hostiles, c'est mauvais signe? Par exemple, le pétrole, quand on va chercher dans l'Arctique, on va le puiser 10 000 mètres, 10 000 mètres sous terre. Est-ce que c'est pas mauvais signe? Le pétrole et le gaz, c'est une industrie risquée. Ça demande des conditions de sécurité extrêmement exigeantes pour le personnel des compagnies pétrolières, pour l'environnement et pour les populations qui vivent dans des zones d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz naturel. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Les accidents pétroliers, ça arrive, il n'y en a pas tous les jours heureusement, mais ça peut faire énormément de dégâts. Et en dehors des accidents
qui peuvent évidemment se traduire par la mort de personnes. Prenons par exemple le problème de la plateforme de BP dans le golfe du Mexique, il y a plusieurs années, qui avait fait 11 morts parmi les travailleurs qui étaient sur cette plateforme, suite à une explosion de gaz, et ensuite une marée noire gigantesque, la plus grande dans l'histoire des États-Unis, dans le golfe du Mexique. Il y a les dommages donc, sur l'environnement, même si on n'a pas, heureusement, tous les jours, ce type d'accident gravissime qui entraîne des morts de personnes et des blessés. Donc, il y a un aspect évidemment important en termes environnementaux et notamment en termes climatiques. Le pétrole est une énergie fossile, comme le charbon, comme le gaz naturel. Le pétrole, du point de vue climatique, est moins mauvais que le charbon, mais plus mauvais que le gaz naturel. On a cet ordre-là, puisque c'est le charbon qui génère le plus d'émissions de CO2. Le mot charbon, ça vient du mot carbone, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Le pétrole, c'est un hydrocarbure, donc carbone et hydrogène. Le gaz, c'est aussi un hydrocarbure, carbone et hydrogène, mais dans le gaz, la partie hydrogène est plus importante par rapport au carbone. Donc, c'est la moins mauvaise des trois énergies fossiles. Il faut évidemment, à long terme, dans un objectif de lutte contre le changement climatique, faire monter en puissance des énergies non carbonées, énergies renouvelables principalement, nucléaires dans certains pays où c'est bien maîtrisé. Il faut essayer de diminuer la part des énergies fossiles, donc la part du pétrole. Il faut aussi être de plus en plus efficace dans la façon dont on utilise l'énergie que l'on consomme. C'est ce qu'on appelait souvent en France les économies d'énergie, mais qu'on appelle plus aujourd'hui la maîtrise de l'énergie ou l'efficacité énergétique. Donc il faut essayer, mais ça prendra du temps au niveau mondial, de diminuer la part des émissions venant de la combustion d'énergie fossile dans le pétrole. Mais comme aujourd'hui le pétrole est omniprésent dans le monde, transport, pétrochimie, ça prendra du temps et cette transition énergétique, comme on l'appelle souvent, c'est-à-dire la montée en puissance d'énergies non carbonées, notamment renouvelables, ça va s'étaler au niveau mondial sur des dizaines d'années. Mais ça doit être l'une des priorités des gouvernements à travers le monde, d'aller vers un monde dans lequel on aura moins d'émissions de carbone pour éviter des risques parfois catastrophiques liés au changement climatique. Et puis, il y a un autre défi aussi sur le plan technologique, c'est ce qu'on appelle le captage et le stockage du carbone. Quand on utilise du pétrole, du gaz, du charbon, on génère des émissions de CO2, gaz carbonique. Si on pouvait attraper ce gaz carbonique pour qu'il ne parte pas dans l'atmosphère et ensuite le stocker dans des formations souterraines qui conserveraient pendant très longtemps le gaz carbonique, ça permettrait de réduire les risques liés au changement climatique. Et donc, ce captage et stockage du carbone, le CSC, c'est quelque chose qu'on sait faire sur certains projets particuliers, on sait le faire techniquement. Il faut évidemment qu'on le fasse à une très grande échelle et que les coûts de ce captage et stockage du carbone ne soient pas trop importants. Donc, il faut plusieurs priorités. Il faut augmenter notre maîtrise de l'énergie. Il faut développer les énergies renouvelables. Il faut développer le captage et le stockage du carbone. Il faut donner un prix au carbone, car si le carbone n'a pas de prix, pourquoi est-ce que les entreprises investiraient de l'argent pour contrôler ce carbone? Si le carbone a un prix, les entreprises vont faire attention, il y aura un coût, donc elles vont faire ce qu'il faut pour réduire leurs émissions. Donc il faut un ensemble de choses telles que ces priorités pour que le monde lutte contre le changement climatique, ce qui est l'un des grands défis mondiaux pour les années et les dizaines d'années à venir. Vous pensez que tous les gouvernements sont investis dans ça? Certainement pas tous et pas tous également. Sous le président Trump, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris qui avait été signé donc à l'issue de la COP 21 en France, fin 2015, accord donc international pour lutter contre le changement climatique. Il avait été signé par les États-Unis sous le président Barack Obama et Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord-là en disant cet accord c'est un très mauvais accord, on n'en a pas besoin, c'est les Chinois qui veulent embêter les États-Unis, donc je déchire cet accord, je le mets à la poubelle. Donc évidemment, il y a des problèmes. Du côté de la Russie, ils ont signé et ratifié cet accord, mais on ne les sent pas forcément très enthousiastes parce que même s'ils sont conscients qu'il y a des menaces liées au changement climatique, ils pensent, les dirigeants russes, qu'il y a aussi des opportunités. Un exemple, vous avez parlé de l'Arctique tout à l'heure. Avec le changement climatique, il y a la fonte des glaces dans l'Arctique.
Ça veut dire que ça va ouvrir de nouvelles voies pour le transport maritime dans l'Arctique, qui permettront de gagner du temps et d'économiser des coûts en termes de transport de différentes marchandises, matières premières, y compris du pétrole, depuis l'Arctique. Et donc, les dirigeants russes disent, le changement climatique, oui, il faut évidemment lutter contre, il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités, il faut savoir en profiter. Donc, tous les pays ne sont pas forcément, ne chantent pas la même chanson en matière de lutte contre le changement climatique aujourd'hui. Et même ceux qui sont convaincus, comme notamment les pays de l'Union européenne, qui ont des priorités assez fortes en matière de lutte contre le changement climatique, doivent faire plus, doivent accélérer leurs efforts, intensifier leurs efforts, parce qu'on ne va pas assez rapidement et on risque, d'après les avis des scientifiques, notamment du GIEC, ces scientifiques spécialisés sur la lutte contre le changement climatique, on risque d'avoir de gros problèmes dans les années et les dizaines d'années à venir si on n'accélère pas la lutte contre le changement climatique. Et justement, est-ce que vous pensez que chercher du pétrole dans des zones de plus en plus hostiles, c'est pas le début de la fin du pétrole? Le pétrole est une ressource non renouvelable. Donc, Un jour, on n'en on aura plus. commence, voilà, on commence comme toujours, parce qu'on est des êtres humains, par ce qui est le plus facile et le moins cher. C'est-à-dire qu'on commence par s'intéresser au pétrole à terre, sous nos pieds, dans le sous-sol. Et puis, on va épuiser ces gisements. Donc après, on va se dire, on va aller regarder du côté des mers et des océans. Et on commence par exploiter des gisements pétroliers en mer peu profonde. Et puis après, grâce au progrès technologique, on va en mer profonde. Et après, on va en mer très profonde. Et aujourd'hui, les pétroliers vont jusqu'à la mer ultra profonde. On fait aujourd'hui des forages par 3000 mètres de profondeur d'eau. La différence entre le niveau de la mer et le fond de la mer. Alors que dans les années 1970, on faisait des forages offshore, donc en mer, au maximum par 300 à 400 mètres de profondeur d'eau. Donc constamment, grâce au progrès technologique, les compagnies pétrolières repoussent les limites, passent du pétrole à terre au pétrole en mer par des profondeurs de plus en plus grandes, passent du pétrole conventionnel au pétrole non conventionnel, vont dans des régions extrêmement inhospitalières telles que la Sibérie, l'Arctique, etc., développent du pétrole dans des réservoirs très compliqués, par exemple des réservoirs haute pression, haute température. Donc constamment, les compagnies pétrolières repoussent les limites parce que le pétrole plus facile, moins cher, s'épuise au fur et à mesure de l'exploitation et de nos besoins mondiaux qui vont croissant à travers le monde, sauf en 2020, du fait, bien sûr, du coronavirus. Et justement, comme vous l'avez dit dans une de vos vidéos, la progression technologique ne fait qu'avancer. On ne peut pas retourner en arrière. Jamais. On Donc, n'a jamais vu ça dans l'histoire. par exemple, si demain on n'a plus de pétrole, c'est ce qui pourrait peut-être arriver, mais dans un futur lointain, on ne pourra pas retourner aux calèches, par exemple. Non. Ça a beaucoup de charme, les calèches. Hein. Quand je vois ça à la télévision, j'aime bien. Mais c'est vrai que comme moyen de transport, bon, l'automobile, ça a quand même du bon et d'autres moyens de transport. Donc non, on ne retournera pas en arrière. Ça veut dire qu'à long terme, il faut réfléchir pour des substituts aux carburants pétroliers, dont aujourd'hui on ne peut pas se passer pour les transports routiers, aériens, maritimes. Alors, quels pourraient être ces substituts? D'abord, évidemment, les véhicules électriques. Les voitures électriques, on en voit de plus en plus. Ça représente aujourd'hui quand même une part très petite du parc automobile mondial, mais ça se développe très rapidement. Il peut y avoir des véhicules qui fonctionnent au gaz naturel. Le gaz naturel peut être un carburant. On a déjà en France des bus et des camions qui roulent avec comme carburant du gaz naturel, sous différentes formes. Gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, etc. On peut avoir des biocarburants. Le Brésil fait rouler des voitures avec des biocarburants produits à partir de la canne à sucre, donc de l'alcool, donc pas des carburants pétroliers. À long terme, l'hydrogène sera certainement un carburant extrêmement important. Et donc, il y a beaucoup de travaux de recherche-développement dans le monde industriel, dans le monde scientifique, pour développer les exploitations possibles de l'hydrogène. Donc, probablement, mais dans le long terme, le pétrole sera progressivement remplacé, non pas par une solution,
par exemple l'électricité, ça ne suffira pas, mais par plusieurs solutions qui pourraient être électricité, plus gaz, plus biocarburant, plus hydrogène. On aura sans doute besoin de tout ça pour un jour pouvoir dire finalement le pétrole, on peut s'en passer. Et ensuite, il faudra trouver pour la pétrochimie, parce que là encore aujourd'hui, pour la pétrochimie, on ne sait pas faire sans pétrole. Donc il faudra développer une chimie et une pétrochimie verte, mais pour l'instant, on est à une phase de recherche-développement. Ce n'est pas une phase de développement industriel. Ça prendra du temps, ça demandera beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent. Il faudra financer ces investissements. Et donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pour tout de suite qu'il ne faut pas commencer à s'en occuper maintenant, en sachant que ça prendra forcément du temps. Sachant qu'un ex-ministre saoudien avait dit l'âge de pierre ne s'est pas terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre. C'est une phrase qu'il faut méditer parce qu'elle est très juste. C'était Cheikh Yamani, l'un des ministres les plus célèbres du pétrole de l'Arabie Saoudite. Il avait fait effectivement cette phrase fameuse parce que très souvent, comme à tous ceux qui s'intéressent au pétrole, on lui demandait c'est quand la fin du pétrole. Et cette phrase est très bonne parce que effectivement, à un moment dans notre histoire, il y a fort longtemps, dans la préhistoire, c'est pas qu'on n'avait plus de pierres, c'est qu'on a trouvé autre chose pour remplacer les pierres pour faire des outils, par exemple des métaux. Et donc le pétrole, c'est la même chose. La fin du pétrole, elle n'est pas pour tout de suite. Et quand ce sera la fin du pétrole, ou le déclin très fort du pétrole, ça ne veut pas dire qu'on aura épuisé tout le pétrole qui est sous les terres et sous le fond des mers. Ça veut dire qu'on aura trouvé d'autres sources d'énergie qui nous permettront de répondre à nos besoins, notamment à nos besoins de transport, de mobilité, plus la question de la pétrochimie pour les matières plastiques, et qu'à ce moment-là, on pourra se dire, bon, d'accord, il reste du pétrole, mais on a trouvé autre chose pas au singulier, mais au pluriel. Donc, je crois que cette phrase de Cheikh Yamani est très juste et qu'elle va se vérifier, pas tout de suite, mais dans un certain temps et même dans un temps certain. Moi, je pense qu'il voulait dire que l'être humain ne va pas attendre de puiser la dernière goutte de pétrole pour chercher d'autres solutions. C'est vrai aussi, mais je pense que même quand on décidera un jour de dire le pétrole, bon, on n'en a plus besoin, il en restera encore beaucoup à exploiter. D'autant plus que les progrès techniques permettent d'aller toujours plus loin, de faire des forages par de plus grandes profondeurs d'eau, des forages à de plus grandes profondeurs sous le sol, de développer de plus en plus le pétrole non conventionnel, et il y en a des ressources énormes à travers le monde, d'aller dans des environnements de plus en plus hostiles. Donc voilà, cette phrase a plusieurs sens, mais dans tous les cas, elle me semble très juste sur le fond et sur la forme. Et si demain, admettons qu'il n'y a plus de pétrole, les cartes vont-elles changer de main? Est-ce que les pays riches d'aujourd'hui seront peut-être les pays pauvres de demain? Alors, s'il n'y avait plus de pétrole, ou si on n'exploitait plus le pétrole, ou si on l'exploitait beaucoup moins, ça serait une évolution géopolitique considérable. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse au Moyen-Orient? Quelle est la principale raison? Le pétrole. Et ensuite, le gaz naturel. Et par ailleurs, il y a d'autres sujets. Il y a la religion, au Moyen-Orient que sont nées les grandes religions monothéistes que sont l'islam, le christianisme et le judaïsme. Il y a la question de l'Iran, il y a la question d'Israël, il y a plein de choses. Mais ce qui fait que le Moyen-Orient a, pour de très nombreux gouvernements à travers le monde, de très nombreux responsables militaires, de très nombreux responsables de services de renseignement, une valeur stratégique depuis des dizaines d'années, c'est d'abord le pétrole. Donc si un jour on est dans un monde où le pétrole, on n'en a plus besoin ou beaucoup moins besoin, la valeur stratégique du Moyen-Orient deviendrait beaucoup moindre qu'aujourd'hui, ce qui poserait un problème important à certains pays de cette région, notamment l'Arabie Saoudite. On évoque tout à l'heure dans notre discussion le pacte du Quincy, février 1935, pétrole contre sécurité. L'Arabie Saoudite a le pétrole, les États-Unis fournissent la sécurité. Si un jour le pétrole n'est plus important, du point des États-Unis, quelle sera la valeur stratégique du Moyen-Orient? Elle sera beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc, il y a des liens très étroits entre pétrole et géopolitique, du fait que le pétrole est la source d'énergie la plus consommée dans le monde aujourd'hui, devant le charbon et le gaz naturel dans cet ordre-là, et parce que le pétrole est la matière première la plus stratégique au monde et que personne ne peut s'en passer. Donc, il y a toute une géopolitique qui s'est constituée autour de ça
Si la place du pétrole change complètement sur le marché énergétique mondial, ce qui arrivera un jour dans pas mal de temps, bien sûr, ça changera aussi la géopolitique mondiale. Sachant que le pétrole, c'est une arme politique. Cela peut être utilisé comme une arme politique. Et on a vu des embargos autour du pétrole, on a vu des sanctions économiques frappant des pays pétroliers. Donc le pétrole a une valeur géopolitique très forte et il peut être utilisé dans certaines situations comme une arme, soit de la part de pays producteurs contre des pays importateurs et consommateurs, soit de la part de pays importateurs et consommateurs contre des pays producteurs. Il peut y avoir les deux cas de figure. Et dans certains cas, tels que par exemple en janvier-février 91, avec l'une des guerres du Golfe, cette guerre du pétrole peut devenir une guerre chaude, une guerre au sens le plus fort du terme, et pas seulement une guerre au sens secondaire du terme. Ok. Et d'ailleurs, on a vu l'Arabie Saoudite qui prépare déjà l'avenir, qui prépare déjà l'après-pétrole, qui cherche d'autres énergies, car ils savent qu'un jour, il n'y en aura plus, et que l'histoire du pétrole, ça va être une histoire qui va se terminer avec un point final. Et les Américains aussi qui remplissent leurs réserves stratégiques. Mais euh, demain, donc, voilà, moi, ma prochaine question, c'est que deviendront, vous avez répondu, que deviendront les pays du Golfe, mais aussi le Venezuela, les principaux producteurs de pétrole, sachant que le Venezuela, aujourd'hui, c'est dans une situation très compliquée. Quasiment un tiers de la population fuit le pays. Et donc, voilà. Le Venezuela est le pays qui a les plus grosses réserves pétrolières prouvées, estimées actuellement, devant même l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas rien. C'est un pays qui devrait être normalement un pays très riche, puisqu'il est assis sur les plus grosses réserves pétrolières prouvées de la planète. Or, c'est un pays qui s'enfonce dans la pauvreté et dans la misère. Vous l'avez rappelé, des millions de Vénézuéliens ont fui leur pays depuis 2015. Les Vénézuéliens vivent dans des conditions très dramatiques par rapport à l'alimentation, par rapport aux médicaments, par rapport à l'accès aux soins, etc. C'est une situation absolument catastrophique. Ça montre que le pétrole, certes, c'est une richesse, mais il faut savoir gérer cette richesse. Si on gère mal les richesses pétrolières, les revenus du pétrole, l'impact peut être catastrophique. Mais le Venezuela est un pays qui est très dépendant par rapport au pétrole et tous ces pays-là doivent absolument penser à diversifier leur économie pour faire monter en puissance, grâce à l'argent du pétrole, des secteurs industriels, des secteurs économiques distincts du secteur pétrolier. Une économie saine, c'est une économie qui est diversifiée. Quand on a une économie qui est trop dépendante d'une matière première, que ce soit le pétrole ou le cuivre ou l'aluminium ou le gaz ou le blé, ce n'est pas bon, c'est un facteur de fragilité et de vulnérabilité. Et c'est le cas du Venezuela, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas de l'Iran, de l'Irak, du Qatar, des Émirats arabes unis, d'autres pays à travers le monde. Et ces pays doivent vraiment se fixer comme priorité de diversifier leur économie. Ça a été le projet du prince héritier Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, ce qu'on appelle la vision Arabie Saoudite 2030, une vision d'une économie plus diversifiée. Mais ce qu'on constate, c'est que dans les faits, au-delà des concepts, au-delà des discours, dans les faits, la diversification de l'économie saoudienne n'avance quand même pas tellement dans ces dernières années. Et en 2020, avec une chute massive des prix du pétrole et donc des revenus pétroliers de l'Arabie saoudite, ça veut dire qu'ils auront moins à investir pour diversifier leur économie. Car le paradoxe, c'est que pour se diversifier par rapport au pétrole, on a besoin de l'argent du pétrole. C'est l'argent du pétrole qui vous permet, en tant que pays pétrolier, d'investir dans d'autres secteurs de l'économie. Mais en 2020, comme les revenus pétroliers chutent, puisque les prix du pétrole chutent, certainement ces programmes de diversification seront reportés et retardés, faute de financement. D'ailleurs, comme vous avez dit, vous l'avez dit, j'ai oublié ce que. Je voulais revenir moi sur l'Algérie aussi. Comme vous avez dit qu'ils géraient mal. En gros, ils ne sortaient pas de leur zone de confort. Qu'ils restaient assis et qu'ils attendaient les sous du pétrole pour les principaux producteurs. Je reprends l'expression zone de confort. Le pétrole, en général, c'est très confortable. Parce qu'on sait que, hors coronavirus, on est encore une fois dans une période complètement unique. Donc, on ne peut pas la généraliser. Dans une période normale, le pétrole, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est un atout pour un pays,
mais c'est aussi un risque, ça peut être un piège. Un pays peut se dire, finalement, avec le pétrole, tout va bien, je n'ai pas besoin de m'occuper du reste. Le pétrole va supporter toute l'économie. Vous avez parlé de l'Algérie, pétrole et gaz naturel, c'est 95% des exportations de l'Algérie. Donc, ça veut dire que grâce aux recettes pétrolières, l'Algérie peut importer des produits alimentaires, des médicaments, des biens de consommation, des biens industriels pour répondre aux besoins de sa population uniquement en exportant du pétrole et du gaz. Donc, ça peut marcher. La preuve, c'est que ça marche depuis des dizaines d'années. Ce pays est indépendant depuis 1962. Mais ce n'est pas sain de rester trop dépendant des prix du pétrole ou du gaz ou d'une matière première. Une économie saine, c'est une économie qui est diversifiée. Donc, il faut absolument qu'après le coronavirus, ça aurait dû être fait avant, mais ça n'a pas été fait, des pays comme ceux que l'on vient de citer, et la Libye et l'Irak, il y en a évidemment plusieurs, très dépendants du pétrole, trop dépendants du pétrole, se donnent comme priorité la diversification de leur économie grâce à l'argent du pétrole quand les prix du pétrole vont remonter, ce qui forcément arrivera. Donc pour moi, dernière question, est-ce que vous pensez que demain, nous, nos petits-enfants, notre descendance pourront encore prendre l'avion? Ah, je suis persuadé qu'il y aura encore des avions. On le disait tout à l'heure, l'être humain, il n'aime pas tellement retourner en arrière. Si demain vous dites, voilà, l'automobile c'est fini, l'avion c'est fini, je pense que vous aurez pas mal de gens qui vont manifester dans la rue, hein. En tout cas dans des pays démocratiques où on peut manifester librement. Donc, c'est très difficile de dire à des personnes, voilà, vous avez quelque chose depuis des dizaines d'années, puis tout d'un coup, vous ne l'avez plus, pour telle ou telle raison. Le défi, c'est de trouver des solutions technologiques qui permettent de continuer à profiter des atouts de ces moyens de transport, qui sont très pratiques, il faut bien le dire, et qui nous permettent de voyager pour des raisons soit professionnelles, soit personnelles ou familiales, mais sans que cela entraîne des dommages trop importants à l'environnement. D'où la réflexion sur des substituts au pétrole à l'avenir pour les transports en termes de carburant. Alors pour les avions, c'est là où ce sera le plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, 100% des avions, c'est des carburants pétroliers. L'avion électrique, ce n'est pas pour tout de suite. La voiture électrique, ça existe maintenant. C'est encore faible, mais ça existe, ça marche. L'avion électrique, là, c'est lointain. Donc, c'est vraiment pour les avions qu'on aura le plus de mal à se débarrasser du pétrole. On pense à des biocarburants. On pense pour l'avion à des carburants venant de la transformation du gaz naturel. On pense là encore à l'hydrogène, mais ça demandera encore beaucoup de travaux de recherche-développement parce que l'avion, évidemment, il faut un niveau de sécurité qui soit maximal. On ne peut pas s'amuser à faire promener un avion avec 400 personnes à bord en disant on va faire une expérience aujourd'hui avec un autre carburant et puis c'est pas grave, l'avion s'est écrasé. Ça ne marcherait pas. Donc, pendant très longtemps, on aura encore besoin de pétrole pour les carburants avions, mais il n'y a jamais une solution technique dans le monde. On trouve toujours d'autres solutions techniques. Mais il faut du temps, il faut beaucoup de recherche-développement, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, beaucoup de volonté politique. Un jour, on trouvera des solutions, mais les avions, il y en aura encore pendant longtemps. Et pendant longtemps, ils fonctionneront avec des carburants pétroliers, carburéacteurs et kérosène. Un jour, on aura des avions qui fonctionneront avec d'autres types de carburants que les carburants pétroliers. Mais il y aura toujours des avions. Pour conclure, je ne pense pas on est loin de s'ennuyer avec le pétrole. Je m'intéresse au pétrole depuis très longtemps, depuis la fin de mes études universitaires. Je ne me suis pas ennuyé un jour à suivre le pétrole à travers le monde. Il y a tellement de rebondissements, tellement de surprises, tellement d'évolutions. On n'est jamais dans la routine. Et puis le pétrole, il y a plein d'enjeux. Il y a de la géologie, puisque c'est dans le sous-sol. Il y a de la technologie pour aller extraire ses ressources. Il y a l'économie, parce qu'on le fait si c'est rentable. Il y a les aspects industriels, financiers, il faut financer de gros investissements, les impacts sociaux, environnementaux, les liens entre pétrole et géopolitique. Donc le pétrole, ça demande de maîtriser de multiples facettes qui sont géologiques, techniques, économiques, industrielles, sociales, environnementales, géopolitiques, géostratégiques. Et donc avec tout ça, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de s'instruire, on ne s'ennuie jamais avec le pétrole et avec l'énergie en général. Ça se voit d'ailleurs que vous êtes passionné, vous connaissez toutes C'est les vrai. dates,
tous les faits. Et, et voilà, c'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs. Donc encore un grand merci à vous. Pour moi, c'est un honneur de, Merci. de vous avoir avec moi aujourd'hui. Voilà, pour apprendre cette matière première, surtout aux débutants, aux novices. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, le pétrole, bah, le pétrole, vraiment, c'est une vraie matière. Je sais pas comment vous dire ça. Il y a tellement de choses à connaître en fait qu'on est loin de tout connaître. Absolument. Et merci beaucoup de votre invitation. Et c'est bien d'avoir pris du temps pour parler du pétrole parce que c'est complexe. Donc c'est vrai qu'on n'aurait pas pu dire tout ça en 30 secondes ou en 5 minutes. Donc là, on a l'atout du temps qui permet de développer un certain nombre d'explications et d'espérer pouvoir être clair pour ceux qui vont nous regarder et nous écouter. Donc merci beaucoup à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci bien. Au revoir. Et bonne fin de confinement et bonne santé. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.